L'agriculture, une pratique qui s'inscrit dans les paysages depuis près de 10 000 ans. Un des moteurs les plus puissants du développement de l'humanité. Pour nourrir le monde, les agriculteurs ont conçu des techniques ingénieuses. Ils ont façonné leur environnement pour rendre fertiles les déserts, cultivables les montagnes escarpées, fructueuses les récoltes jusqu'à l'opulence. Baptiste Grard est écologue et chercheur à l'INRA. Il va parcourir le monde à la découverte de structures prodigieuses, de trésors végétaux et de projets futuristes. Ce qu'il y a de vraiment unique avec ce système, c'est qu'on a un contrôle total sur toutes les variables environnementales, à commencer par la lumière. Dans un très grand nombre de régions du monde, les agriculteurs sont les jardiniers de la nature. Un périple scientifique à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui s'efforcent de faire de nos terres des terres nourricières. C'est sur le continent américain, au cœur du parc amazonien de Guyane, que débute le voyage de Baptiste Grard. Ce territoire de 3,4 millions d'hectares forme avec son voisin le parc brésilien Tumucumac le plus grand espace protégé du monde tropical. Difficile d'accès, il abrite une des biodiversités les plus riches de la planète et une pratique agraire pionnière remontant au néolithique. Mélie Caillot est ingénieure agronome. Elle accompagne au quotidien les agriculteurs du parc. Quand on arrive ici, on voit une souche calcinée, des troncs calcinés, il y a des cendres un peu sur le sol. On a l'impression qu'il y a eu un feu de forêt. C'est un peu ça, il y a eu un incendie, mais on va dire volontaire. Parce qu'ici, on est sur une parcelle d'abbati brûlis. Donc en premier lieu, il faut s'imaginer qu'ici, il y avait une forêt. Les agriculteurs ont déboisé à la machette tout le sous-bois et ensuite ils mettent le feu. Et donc, à la fin, il reste vraiment que les gros troncs et les grosses souches comme ça. D'accord. Et donc là, on est juste après cette étape-là. C'est ça. Et ils vont attendre que les pluies reviennent pour pouvoir planter. Et quel est l'intérêt de brûler comme ça ces arbres sur cette parcelle? Donc, l'intérêt, c'est de dégager un espace pour que ce soit commode pour cultiver, avant tout. Que la lumière pénètre pour des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière. Ensuite, c'est transformer toute cette matière organique des arbres en matière minérale avec les cendres. Et donc, en fait, c'est directement des éléments qui sont assimilables par les plantes. Donc ça montre bien l'impact de ce brûlis et sur la fertilité derrière, où tous les nutriments vont être dans la végétation qui était sur la parcelle, qui va être brûlée et qui va permettre d'apporter ces nutriments, de nourrir les plantes à partir de ce qu'il y a directement sur la parcelle et non de l'extérieur. Sur place, ouais. Ok. Pour les habitants du parc amazonien, la culture du manioc est un moyen de subsistance clé dans cette zone très isolée. Une culture faite simplement à partir de boutures de plants de manioc. Antoinette Bagadi, de l'ethnie des Aloukou, l'exerce en famille, dans un souci de transmission des savoirs agricoles. Donc, je ferme comme ça.
que ça soit bien fermé. Ok, c'est-à-dire qu'il faut que tout le manioc soit bien recouvert. Oui. Et c'est que le manioc se dessèche. Oui, Et, le tronc se dessèche et après ça pousse plus. Bon, je vais essayer de ne pas être responsable de mort de pied de manioc. Ça m'embêterait. Vous n'allez pas remettre de cendre dessus, pas remettre de quoi que ce soit? Non, on met plus rien. Dès Ça qu'on pousse. ferme, ça reste, ça pousse. Ça pousse tout seul, Oui, tout seul. entre guillemets. Ouais. Bon, dans combien de temps il faut qu'on revienne pour voir quand ça aura poussé? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est tout? Oui. Bon, bah, c'est pas mal. Ouais. Tout n'est pas fini, mais c'est pas mal. Non, mais vous avez travaillé, ça va. J'ai travaillé, oui. Je sais pas si on peut dire ça, mais... On peut dire que tu as travaillé. Pratiquée au néolithique dans la quasi-totalité des milieux boisés de la planète, la culture sur abbati-brûlis a perduré au fil des millénaires. Aujourd'hui, dans les forêts équatoriales d'Asie du Sud, d'Afrique et d'Amérique latine, une 50aine de millions d'agriculteurs en vivraient encore. Ancestrale, cette technique fut la conséquence d'une mutation lente de l'homme pour abandonner ses habits de chasseur-cueilleur afin de revêtir ceux d'agriculteur. Le chasseur-collecteur de la fin du Paléolithique s'alimente en partie par la chasse d'animaux sauvages, mais aussi en partie par la collecte de légumes et de céréales sauvages. Vous en récoltez les grains chaque année, et puis vous observez que les grains qui tombent vont germer spontanément, et résultat, l'année suivante, il y aura d'autant plus de céréales à récolter dans cet endroit-là. De cette observation, peut-être que vous serez tenté de semer des grains plutôt que de seulement récolter des céréales sauvages, et là, vous venez d'inventer l'agriculture. 1000 ans, c'est le temps qu'aurait pris le passage vers l'agriculture. Le temps de domestiquer des semences et de créer les outils adaptés pour que les champs puissent gagner du terrain sur les espaces boisés. Se rendre maître et possesseur de la nature. Un impératif qui passe d'abord par l'adaptation à une histoire géologique. Car la formation des sols est un phénomène complexe de plusieurs milliers d'années. À l'origine d'un sol, il y a une roche-mère, élément minéral, dur et compact. Par l'action du vent et la succession des périodes de gel et de dégel, la roche-mère subit une dégradation mécanique, mais également chimique, du fait de l'eau de pluie, qui contribue à sa dissolution. Cette altération de la roche génère une nouvelle couche d'éléments minéraux, comme l'argile, permettant l'installation de plantes pionnières dont les racines accentuent à leur tour le processus d'altération de la roche. Lorsque cette végétation meurt, elle se décompose en matière organique, formant une fine litière, puis une couche d'humus. Celle-ci, mêlée à l'argile, constitue une strate riche en eau et en nutriments, favorable à l'implantation d'une végétation plus importante. Parallèlement, vers de terre, insectes, champignons et bactéries se développent et participent au cycle de la matière organique. L'altération de la roche-mère s'accentue et le sol gagne en profondeur. Il n'y a pas un sol, mais des sols. Au néolithique, le développement de l'agriculture aurait fait passer en 5000 ans la population du globe de 5 à 50 millions d'individus. Un bond démographique dont les écosystèmes ont conservé de profonds stigmates. Avec l'accroissement de la population, il faut augmenter les surfaces cultivées. Donc la première solution, la plus simple, c'est tout simplement pour quelques familles de déménager, d'aller plus loin dans la forêt primaire et de fonder un nouveau village, d'ouvrir de nouveaux champs en culture, en rotation, en abbati-brûlis. Cependant, ce mouvement d'essaimage est très vite limité par une mer, par une chaîne de montagnes. L'autre solution, ça va être de réduire la période de friche. Et ce processus d'accélération de la rotation aboutit à une dégradation progressive de la forêt secondaire qui se renouvelle moins, qui accumule moins de biomasse, et à l'arrivée, la forêt disparaît, tandis que la production agricole en abbati-brûlis périclite. Il va falloir inventer de nouveaux
mode de production en agriculture, il va falloir faire une révolution agricole. Oui, là, il y a une vraie crise écologique et des agriculteurs qui vivaient à l'époque de l'abatis brûlis dans ces régions-là ont migré et l'un des mouvements migratoires, ça a été de se rapprocher effectivement des grands fleuves. Alors on pense évidemment au Tigre et l'Euphrate et en Mésopotamie, on pense ensuite au Nil pour ce qui est de l'Égypte. Et là, effectivement, les populations ont pu commencer à vouloir mettre en valeur toutes ces plaines d'épandage de crues, ce qu'on appelle les lits majeurs du fleuve, et en particulier à la décrue, eh bien, il y a un sol qui a été fertilisé par les alluvions du fleuve, un sol qui est humide, et l'idée de pourquoi pas semer juste après la décrue. Et donc, nouvelle invention, je dirais, dans les systèmes agraires, c'est cette agriculture de décrue. Mais lorsque les faveurs des crues se refusent aux agriculteurs, quand au cœur des déserts, les lits des rivières semblent éternellement taris, la fine gestion de la rareté devient la clé du prodige des oasis. Dans le Haut Atlas marocain, les Berbères de la tribu des Amazighs, présents sur ces terres hostiles depuis le Néolithique, veillent à la préservation d'une précieuse biodiversité, un trésor végétal. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a distingué le site d'Imilchil Amelagou et ses habitants en le consacrant système ingénieux du patrimoine agricole mondial. En regardant autour de nous, on voit des sols extrêmement caillouteux, le lit de la rivière est à sec quasiment, et on devine que l'agriculture ici, c'est un défi de tous les jours. Effectivement, l'eau est un élément crucial et très important dans la zone. On est dans une zone presque aride, donc aride à semi-aride, et qui reçoit des précipitations pas très importantes, une centaine de millimètres par an, et dans des périodes, donc il y a une irrégularité dans le temps et dans l'espace aussi. Mais les gens dans la région ont su quand même s'adapter à cette rareté. C'est vrai que la première idée quand on arrive ici, c'est pas de se dire qu'on va faire pousser les plantes. Et heureusement, à côté de nous, on a ce cours d'eau qui paraît miraculeux dans cet environnement. Alors là, c'est pas un miracle, c'est plutôt un travail donc ingénieux des populations. C'est un canal souterrain qui amène l'eau d'ailleurs, donc de quelques kilomètres jusqu'à la surface du sol, au terrain naturel qu'on va irriguer. Ce système est appelé localement khetara. La technique de la rétara consiste à forer un puits en plein désert pour atteindre une nappe phréatique située à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. À partir de ce point, un canal est creusé selon une certaine inclinaison pour drainer la nappe par simple gravité. Tous les 10 à 20 mètres, de nouveaux puits d'accès sont percés pour faciliter l'avancement des travaux et permettre l'entretien du canal. Au bout de plusieurs kilomètres, la conduite arrive à la surface du sol, au niveau des périmètres de culture de l'oasis. Un réseau de petits barrages et de multiples canaux permet alors de contrôler la distribution de l'eau sur les différentes parcelles. Les origines de la rétara remonteraient à la Perse antique, il y a plus de 3000 ans. Utilisée de la Chine au Yémen, en passant par l'Afghanistan, c'est par la colonisation arabo-musulmane qu'elle serait arrivée au Maroc au 7e siècle de notre ère. Avec seulement 2% de terres arables, les vastes étendues de la région d'Imilchil Amelagou exposent leurs habitants au défi perpétuel de la survie. Un
Un défi dont la solution réside dans la diversification des ressources alimentaires et par le maintien de l'équilibre subtil de l'oasis. L'association des plantes, des animaux et des insectes. L'oasis d'Amelagou est le témoignage que toute forme d'agriculture s'apparente à un objet écologique, technique et sociétal complexe. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'une partie des innovations en matière d'agroécologie se trouve aujourd'hui à rechercher chez les agriculteurs les plus pauvres de la planète, qui sont des agroécologues sans le savoir et surtout sans le vouloir. Ils sont agroécologues faute d'avoir pu avoir accès aux intrants. Et il y a donc là un formidable gisement d'innovation, largement aussi important que ce qui se passe dans les laboratoires de recherche agronomique en matière d'agroécologie. Au nord des Philippines, sur les pentes abruptes de la cordillère de Luzon, des terrasses attestent d'une expression traditionnelle du génie agricole, que le temps n'est pas parvenu à épuiser. Œuvre monumentale du peuple des Ifugao, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, les rizières en étage d'Ongduan expriment le raffinement d'une technique millénaire, l'hydroriziculture. Ce que je trouve fantastique, c'est de voir à quel point l'agriculture peut partout dans le monde façonner des paysages comme celui-ci. Et je trouve qu'en se baladant dans ces rizières, on réalise bien à quel point ça a été un vrai travail d'ingénierie. Tout ici me rappelle le travail accompli par nos ancêtres. Ils ont développé une ingénierie assez exceptionnelle, alors qu'ils ne sont même pas allés à l'école. C'est probablement en faisant des essais-erreurs. Mais quand même. Pour l'irrigation, par exemple, comment ont-ils su quelle pente choisir pour que l'eau puisse s'écouler jusqu'au fond de la vallée? Et il y a aussi une autre chose très surprenante. Tu vois ces pierres ici? Eh bien, certaines d'entre elles viennent de la rivière. Et c'était plutôt difficile de les transporter jusqu'ici. Ce type de terrasse est apparu dans les vallées asiatiques pour prémunir les parcelles en abatis brûlis des ruissellements dus aux pluies torrentielles. Rapidement, ces aménagements se sont montrés utiles pour augmenter les surfaces cultivables à flanc de pente et faire évoluer les cultures vers la technique de l'inondation des sols. Quand on regarde là autour de nous, on voit que l'eau, elle est pas absorbée, alors que naturellement, on pourrait se dire qu'elle passe directement au travers de la terrasse. Quelle est la composition de cette terrasse qui permet de retenir l'eau? Ce genre de mur en pierre, là, c'est ce qu'on appelle ici tukulip. Dans la terrasse, la terre est vraiment très compacte. On peut y trouver des pierres, mais aussi des graviers. Et la couche supérieure est composée de boue. L'une des raisons pour lesquelles l'eau reste en surface de la terrasse est que la couche de boue est très épaisse. Et l'eau ne peut pas passer au travers. Toute cette eau qu'on a autour de nous, là, qui court entre les terrasses, d'où est-ce qu'elle vient? La source de l'eau qu'on utilise pour l'irrigation, c'est la rivière. On va la chercher au plus loin jusqu'à 6 km en amont. Ensuite, la distribution se fait en laissant passer l'eau d'une terrasse à l'autre, jusqu'à ce qu'elle descende de nouveau à la rivière. À Ongduan,
les communautés villageoises ont su préserver les forêts surplombant chaque ensemble de terrasses pour diversifier les sources d'irrigation. Ces couvertures boisées, riches de centaines d'espèces végétales et animales, jouent un rôle essentiel. Elles absorbent les eaux abondantes de la saison des pluies pour les rendre lentement en rizières sous forme de ruissellement, comme une cascade de fertilité. L'accroissement démographique mondial est étroitement lié à l'expansion de l'hydroriziculture. 1000 ans avant notre ère, la population mondiale s'élève à 100 millions d'individus, pour atteindre 250 millions 2000 ans plus tard. Un bond dont les systèmes rizicoles de Chine, d'Inde et d'Asie du Sud-Est ont été les principaux moteurs. Un rôle prépondérant jamais démenti dans l'histoire de l'agriculture. Le riz est aujourd'hui cultivé sur 170 millions d'hectares par an. Ça en fait la deuxième ou troisième céréale. Derrière le maïs, c'est à peu près à égalité avec le blé. Et la récolte de quelques 2,5 à 3 milliards de tonnes par an vont permettre de nourrir près de la moitié de la population mondiale. C'est la base énergétique pour la moitié de la population mondiale. Supportant des densités de population bien plus élevées que l'agriculture d'Abati-Bruli, les systèmes agraires hydrauliques ont permis par leur avènement des créations de richesses sans précédent. Cette valeur ajoutée plus importante, produite par chaque actif, va leur permettre peut-être d'accroître leurs revenus, mais va permettre aussi d'accroître les échanges commerciaux au sein des communautés et entre les communautés. Et très vite vont apparaître derrière des États, voire des empires fondés sur la collecte d'un impôt très important, un impôt rendu possible par la productivité du travail de ces actifs en riziculture inondée. Une manne financière indispensable à la constitution d'armées puissantes. Ainsi purent s'établir les redoutables empires de Chine du début de notre ère, puis les prestigieuses dynasties d'Angkor et de Siam. Toutes les structures étatiques qui se sont constituées dans l'histoire et qui ont eu une certaine puissance reposaient toutes sur des sociétés agraires qui avaient préalablement et conjointement pu accroître la productivité du travail pour nourrir des classes dirigeantes qui, elles, étaient débarrassées des tâches productives. Cusco, le nombril du monde en langue quechua. Aujourd'hui péruvienne, la ville fut au XVe siècle l'épicentre de la civilisation inca. Et si à l'échelle d'un pays, la diversité des contrées est un défi pour la science agricole, elle l'est davantage là où se déploient les empires. À son apogée, au début du XVIe siècle, l'État inca courait sur plus de 4000 km. Un interminable corridor embrassant le Pacifique et s'échappant par-delà les Andes jusqu'en Amazonie. Il est clair que l'agriculture était le pilier de la puissance de l'Empire Inca. Le plus apporté par l'Empire Inca et qui a fait toute sa puissance, c'est d'arriver à jouer à l'échelle d'une très très vaste région sur les complémentarités entre des écosystèmes extraordinairement contrastés. Et c'est très souvent en jouant sur cette diversité que les agriculteurs vont pouvoir produire un grand nombre de cultures et se protéger quelque part des aléas climatiques en jouant sur la diversité et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Tout vient du Pérou? Oui, tout ça vient du Pérou. C'est impressionnant cette diversité sur un même territoire. Le continent américain a fourni à l'humanité un patrimoine végétal
cultivée considérable. N'oublions pas que le maïs a été domestiqué au Mexique, que la tomate, le haricot, le coton, le manioc, la patate douce, un très grand nombre de cultures ont été domestiquées en Amérique avant de conquérir tous les autres continents. La Cordillère des Andes en particulier est un exemple de ce qu'elle a fourni au monde, notamment la pomme de terre qui a joué ensuite, à partir du XVIIe et plus du XVIIIe siècle, un rôle considérable dans l'agriculture et la consommation des Européens. La province de Cusco, considérée comme l'un des berceaux d'origine de la pomme de terre, abrite une réserve biologique de ce haut patrimoine végétal. Créé en 1997, le Parque de la Papa, parc de la pomme de terre, regroupe 6 communautés quechua qui ont su préserver l'intégrité de leur écosystème, de leurs traditions bioculturelles et les variétés natives des pommes de terre andines. Les habitants du Parque de la Papa vivent en harmonie avec leur environnement et le monde des esprits. La terre-mère, la Pachamama, est perçue comme bienfaitrice. Ses dons appellent en retour des offrandes de feuilles de coca. Quand on mâche de la coca, c'est toujours très bon. Parce que quand tu mâches de la coca, tu n'as plus soif, tu n'as plus faim et ça te donne plus de force pour travailler. C'est un goût qui n'est pas désagréable en tout cas. Cet outil, nous l'avons hérité de nos ancêtres, les Incas. Ils utilisaient déjà la chaquitaria. Avec les pentes qu'il y a ici, on ne pourrait pas utiliser de tracteur. C'est pour ça que, pour travailler dans les montagnes, on utilise la chaquitaria. C'est l'outil le plus adapté à l'écosystème dans lequel on est. Oui, tout se fait à la chaquitaria ici. La force des bras comme... Ah, la force des bras, oui. Regarde, je vais te montrer comment on fait en pratique. Voilà, tu soulèves une motte, 2 mottes. Le coup de main est assez impressionnant. Je ne me lancerai pas dans cette affaire. Et voilà la 3e. Voilà. Et la pomme de terre, tu la plantes avec les germes vers le haut, comme ça. Tu vois? Ah, vas-y, fais-le. Pour qu'il ait une terre bien meuble tout autour de la patate pour qu'elle puisse se développer. Un tubercule de pomme de terre a de 2 à 10 bourgeons, disposés en spirale sous l'épiderme. Ces bourgeons génèrent des germes qui se transforment en tiges grâce aux réserves d'éléments nutritifs contenus dans le tubercule. À mesure que le tubercule se flétrit, une plante se développe. Puis des rameaux, appelés stolons, poussent juste sous la surface du sol. Leur croissance est ensuite stoppée en longueur pour gagner en épaisseur. Les stolons synthétisent alors de l'amidon à partir des substances produites par les feuilles de la plante du fait de la photosynthèse. Pour permettre à ces pommes de terre naissantes de grossir sans verdir, il faut qu'elles soient correctement protégées de la lumière. On pratique alors une butte en ajoutant de la terre au pied de la plante. À la fin de la croissance, les feuilles et les tiges de la plante meurent et les pommes de terre arrivées à maturité se détachent de leurs stolons. Vient alors le temps de la récolte. Après le maïs, le riz et le blé, la pomme de terre est à l'échelle du globe la 4e culture, nourrissant plus d'1 milliard d'individus. Moins gourmande en eau et produisant à l'hectare 2 à 4 fois plus de denrées que les céréales,
la pomme de terre sera dans un futur proche toujours plus essentielle pour assurer la sécurité alimentaire, notamment en Chine, premier consommateur mondial. Pour réduire le risque de chute de rendement dû aux nuisibles, aux pathologies épisodiques, aux aléas climatiques, il est habituel que sur un même champ, une dizaine de variétés différentes de tubercules soient plantées. Les cultures, ainsi associées, compensent leurs faiblesses respectives, se prémunissent les unes les autres et participent au dynamisme biologique des parcelles. Ne pas faire reposer sur une seule et unique espèce le principe de sa survie, un précepte clé de l'agriculture traditionnelle, que les communautés du Parque de la Papa, héritières de 8000 ans d'histoire agronomique andine, ont su rationaliser en fondant une banque semencière riche de 3700 variétés et en couvant sous serre les tubercules qui seront prochainement replantés. Un catalogue du vivant qui sauvegarde précieusement des pommes de terre perdues en d'autres régions lors de l'introduction des méthodes de culture moderne. Mais un autre trésor, plus rare, plus fragile encore, subsiste dans les entrailles de la Pachamama, en quelques endroits, sur les 12 000 hectares que couvre le parc. La pomme de terre sauvage, aïeul millénaire aux multiples descendants. Donc c'est ça des pommes de terre sauvages. Parce que j'avoue que ça ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais, ça ressemble pas du tout à une patate classique en fait. Ici, on peut observer les feuilles et comme tu peux le voir, elles sont assez caractéristiques. Elles restent au ras du sol. C'est donc une pomme de terre qui résiste très bien aux différents facteurs climatiques. Et là, c'est le tubercule. C'est la taille normale ou ils doivent être plus grands normalement? Pour les pommes de terre sauvages, on en rencontre rarement des beaucoup plus grands. Est-ce que ça se mange du coup? Le tubercule est principalement utilisé à des fins thérapeutiques. Contre les infections ou comme un onguent. Mais on l'utilise aussi comme offrande pour la montagne sacrée ou la Pachamama. Il sert donc à plein de choses différentes. Et donc c'est bien à partir de ces tubercules, de ces petites patates, que nos patates, les patates qu'on a aujourd'hui domestiquées, se sont formées. Pour être très précis, elles sont à l'origine de toutes les variétés de pommes de terre que nous avons sur le parc. Grâce à cette espèce sauvage, nous avons toute une diversité de pommes de terre. Je trouve ça vraiment impressionnant d'avoir sous les yeux comme ça un exemple de domestication d'une espèce. Et c'est vrai qu'on a du mal, je pense, à se représenter toutes les étapes, le temps qu'il a fallu, d'un point de vue agronomique et d'un point de vue agriculture, pour arriver aux patates qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes. Ce processus s'est fait en sélectionnant progressivement les tubercules les plus gros et aussi les plus savoureux, les plus faciles à cuire, et dans le cas de la pomme de terre, ceux qui étaient les moins amers. Donc un processus d'adaptation, sélection par les agriculteurs, très progressif, et qui a permis aujourd'hui à la pomme de terre d'être cultivée pratiquement sous toutes les latitudes du monde. Ces espèces sauvages qu'aujourd'hui on n'utilise plus, en quoi c'est essentiel pour vous, ici au Parc de la Papa et ailleurs, de les conserver? Pour nous, c'est comme si c'était une bibliothèque, une réserve génétique. C'est la matière première pour des agronomes, des chercheurs, afin d'améliorer les pommes de terre existantes et concevoir de nouvelles variétés résistant mieux aux changements climatiques. Pour nous, c'est comme de l'or, la pomme de terre sauvage. 151 espèces de pommes de terre sauvages ont été répertoriées dans le monde, la plupart étant concentrées au Pérou et en Bolivie. Un joyau naturel inestimable pour affronter les bouleversements liés au changement climatique. Pour éviter les produits chimiques qui risqueraient de perturber leur écosystème, les communautés du Parque de la Papa
procède à de longues jachères des parcelles. Elle les laisse se reposer pendant 7 années après une seule saison de culture. La maîtrise de la fertilité des terres, un des moteurs les plus puissants de la croissance démographique au fil des siècles. Au Moyen Âge, la science agricole européenne va permettre au vieux continent de se distinguer. La révolution agricole du Moyen Âge, elle est essentiellement basée sur une association entre l'agriculture et l'élevage plus perfectionné. Pour pouvoir nourrir davantage d'animaux en hiver, on va construire des stabulations dans lesquelles les animaux vont rester enfermés pendant la mauvaise saison. On va leur apporter de la nourriture et donc ils vont déposer leur déjection dans cette stabulation. On pourra éventuellement mettre de la litière, c'est-à-dire de la paille, des feuilles, des fougères, etc., qui va faire éponge et qui va permettre de conserver l'azote qui est dans les urines du bétail plutôt que de le laisser filer à la rivière ou ailleurs. Et c'est cette litière mélangée aux déjections animales qui va permettre la production de ce qu'on appelle le fumier. Mais pour délivrer tous ces bienfaits, le fumier doit être soigneusement enfoui sous toute la superficie des terres à ensemencer. Pour y parvenir, il faut donc être capable de réaliser un travail rapide et d'envergure pour en enterrer chaque année des dizaines de tonnes. Une tâche rendue possible par l'apparition d'un outil révolutionnaire, la charrue. En plus de permettre d'enfouir le fumier, le labour a pour fonction de lutter contre les mauvaises herbes, d'ameublir le sol pour faciliter la circulation de l'eau, la pénétration des racines et de l'aérer pour favoriser la minéralisation de la matière organique. Du XVIe au XIXe siècle, une nouvelle révolution agricole a lieu grâce à l'amélioration continue de la fertilité des sols, avec pour conséquence l'augmentation des rendements et la surcharge des travaux agricoles. Un surplus auquel la révolution industrielle du XIXe siècle apporte une réponse technologique. À la fin du XIXe siècle, l'industrie se met à produire des machines sans moteur, des machines qui vont permettre de diversifier, de complexifier les mécaniques que l'on va atteler derrière les bœufs, derrière les chevaux. Donc ces mécaniques sont de plus en plus sophistiquées, elles vont permettre de gagner du temps. Elles vont permettre non seulement de moissonner, mais ensuite de lier, de battre, et donc d'économiser de la force de travail et de pouvoir cultiver une surface toujours plus importante par travailleur et donc d'accroître la productivité du travail. Les agriculteurs des pays neufs, États-Unis, Australie, Canada, Argentine, adoptent largement ces nouveaux matériels, contraints par les dimensions sans précédent de ces Eldorados agricoles. À partir de 1860 aux États-Unis, tout agriculteur qui veut s'installer sur la frontière peut avoir accès pour $1 symbolique à 65 hectares. Donc on a des exploitations agricoles de très grande taille où les gens ne sont capables, dans un premier temps, que de cultiver une petite partie parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens physiques de tout cultiver, il faut encore les récoltes à la main. À partir du moment où le chemin de fer va arriver dans les campagnes américaines, les agriculteurs vont pouvoir vendre leur surplus plus facilement, s'enrichir, et ils vont commencer à acheter les moyens de production que produit l'industrie. Et ce qu'on voit très très bien à partir de 1860 aux États-Unis, c'est qu'il y a une espèce de course-poursuite avec des industriels qui ne cessent de concevoir des machines toujours plus performantes pour permettre aux agriculteurs de cultiver une surface de plus en plus importante. On a même mis au point une moissonneuse-batteuse attelée devant laquelle on a 25 chevaux qui tirent une machine très complexe qui non seulement coupe les céréales, mais va jusqu'au battage. Et il y a même une personne sur la machine, il y a 6 personnes qui sont sur la machine et il y en a une qui ne fait que coudre le sac. Et ce qui sort de la machine, c'est les grains dans un sac. Entrée dans l'ère du gigantisme, la production agricole abandonne progressivement la traction animale pour la motorisation issue de la seconde révolution industrielle. Le début d'une fin pour la paysannerie occidentale, de plus en plus muette face au fracas des pistons, des soupapes et des cylindres. La révolution agricole contemporaine, c'est-à-dire celle qui se développe en Europe de l'Ouest pendant la deuxième moitié du XXe siècle, et bien sûr aux États-Unis, est
essentiellement fondée sur les éléments suivants. D'abord, l'utilisation du moteur à essence, c'est-à-dire l'énergie fossile. Ensuite, l'utilisation massive d'engrais chimiques. Cette utilisation avait commencé avant, mais elle se généralise au cours de cette révolution agricole. Troisième élément, l'utilisation de plus en plus importante, de plus en plus massive de produits chimiques pour lutter contre les champignons, les bactéries, les mauvaises herbes, les insectes. Et enfin, la sélection génétique pour adapter les plantes cultivées à ces nouveaux intrants et aux machines que l'on va utiliser. Je prends un exemple. Si vous voulez moissonner une parcelle de blé à la moissonneuse-batteuse, il est impératif que tous les épis soient à la même hauteur, qu'ils soient tous mûrs au même moment. Et on va donc créer des variétés qui, bien sûr, sont plus productives. C'est l'un des objectifs de la sélection variétale, mais qui aussi sont extrêmement homogènes et adaptées à des doses d'intrants plus importantes, adaptées à la motomécanisation des cultures. Les révolutions agricoles des temps modernes ont considérablement participé à l'accroissement phénoménal de la population mondiale, passée de 500 millions au début du XVIe siècle à 7,5 milliards de nos jours. Devenue une véritable industrie, l'agriculture contemporaine a délaissé les hommes à mesure qu'elle accueillait les machines. Un seul travailleur suffisant pour l'exploitation d'une centaine d'hectares de céréales. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, la proportion d'agriculteurs dans la population économiquement active est ainsi passée de 40% au milieu du XXe siècle à seulement 4% aujourd'hui. Tandis que les exploitations agricoles se spécialisaient dans un souci de profit, abandonnant la production diversifiée, essence même de l'agriculture. Dès lors qu'on a spécialisé les exploitations agricoles de la sorte, on a séparé les activités de culture et les activités d'élevage. Beaucoup d'exploitations ne produisent que des productions végétales. D'autres exploitations sont spécialisées dans les productions animales et ne produisent que des productions animales. Et on a mis le doigt dans un engrenage, effectivement, qui est allé beaucoup trop loin dans la spécialisation, beaucoup trop loin dans la chimisation, dans la simplification, dans l'homogénéisation, avec les effets pervers que l'on connaît aujourd'hui, en matière d'environnement notamment. Appauvrissement des sols, pollution des nappes phréatiques, diminution de la biodiversité, phénomène d'érosion. Les dérives du productivisme ont conduit l'agriculture dans une impasse écologique. Comment pourrait-elle se réinventer ? En Écosse, certains chercheurs font le pari futuriste d'une artificialisation totale dans des fermes verticales. Ce dispositif expérimental pousse le concept à son extrême en contrôlant jusqu'au paramètre le plus aléatoire de l'agriculture, l'ensoleillement. En agriculture, on est habitué aux serres, on a artificialisé un certain nombre de choses, on contrôle la température, on contrôle l'aération. Ce qui est perturbant ici, c'est qu'on est allé encore plus loin. Je pense que ce qu'il y a de vraiment unique avec ce système, c'est qu'on a un contrôle total sur toutes les variables environnementales, à commencer par la lumière. En agriculture conventionnelle, cette lumière vient du soleil, mais c'est une source très fluctuante. Elle varie d'une journée sur l'autre, d'une saison sur l'autre. Avec ce système de LED, on peut contrôler non seulement l'intensité et la durée de l'éclairage, mais aussi le spectre lumineux. Et c'est un aspect vraiment primordial pour maîtriser la croissance et la qualité des cultures. Quel est l'intérêt de contrôler le spectre lumineux comme ça ? La raison pour laquelle nous voulons cette maîtrise est vraiment importante. Pour la photosynthèse, les plantes utilisent majoritairement la lumière bleue et la lumière rouge. Mais elles utilisent également de nombreuses autres couleurs du spectre pour comprendre leur environnement. Par exemple, les infrarouges vont indiquer à une plante qu'elle est à l'ombre d'une plante rivale.
Cela va donc l'encourager à augmenter sa croissance et à pousser plus rapidement pour dépasser sa rivale. Et donc, en contrôlant les différents éléments du spectre lumineux et les différentes couleurs, ça nous permet de modifier non seulement la morphologie d'une plante, ce à quoi elle va ressembler, mais également le moment où elle va fleurir. On peut influencer jusqu'à la composition chimique de cette plante en manipulant les différentes zones du spectre lumineux. On peut donc, avec des variétés génétiquement identiques, produire des cultures très différentes. Ultra rationalisée, entièrement robotisée, cette ferme du futur permet une culture sur mesure. On est sur des systèmes ici où vous maîtrisez donc la lumière, les nutriments, l'eau. On a vu que ça avait un certain nombre d'avantages sur le niveau de production, sur la consommation d'eau. Mais c'est aussi des systèmes qui sont très gourmands en termes de matière plastique et autres. Qu'est-ce qu'il en est du coût environnemental de ces systèmes ? Avec ce système, on travaille à obtenir les rendements les plus hauts possibles. Alors oui, effectivement, il pourrait y avoir de plus grandes émissions de CO2 à cause de l'éclairage. Mais tout dépend de la source d'énergie que vous utilisez pour alimenter vos LED. Si vous utilisez des énergies renouvelables, le bilan carbone sera bon. Et parce qu'on utilise un sas totalement étanche, on peut empêcher les insectes, les ravageurs et les maladies d'entrer. Et ça nous permet de ne pas utiliser de pesticides ni de fongicides. Si l'on gère ces systèmes avec soin, en réfléchissant bien à ce que l'on fait, je pense qu'il peut même y avoir des bénéfices pour l'environnement comparé à une agriculture plus conventionnelle. On se doute en voyant ces systèmes qu'on ne va pas les implanter partout. Et justement, dans quel milieu ce type de système pourrait être pertinent ? Je pense que ces systèmes seraient très pertinents dans des zones urbaines très denses, là où il y a une grosse demande de produits alimentaires. Mais aussi dans des environnements où on ne peut pas cultiver pour l'instant à cause de saisons trop courtes, de vents trop importants ou par manque d'eau. Il y a ainsi de nombreux environnements où on ne peut pas cultiver, dans le sud de l'Espagne par exemple, où des zones sont désertiques et où vous pourriez utiliser un système comme celui-ci pour sa faible consommation en eau. Et donc, réfléchir à l'endroit où on va installer ces systèmes est un aspect très important de leur conception. Ce qui est troublant par rapport à des systèmes agricoles classiques, c'est qu'on n'a plus d'agriculteurs, on a des robots, on n'utilise plus la lumière du soleil, on utilise plutôt des LED, on n'a plus de sol, on utilise des substrats. Est-ce que dès lors, on parle encore d'agriculture ou est-ce qu'on est sur autre chose ? Si vous regardez l'évolution de l'agriculture depuis qu'elle est née, cela a débuté avec des gens qui ont ramassé des graines et qui ont commencé à les planter. Puis, ils ont ensuite conçu des systèmes d'irrigation, puis des serres, pour aboutir aujourd'hui à toute une série d'innovations comme les tracteurs dirigés par satellite. Donc l'histoire de l'agriculture a toujours été faite d'innovation. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est plus de l'agriculture pour autant. Le but a toujours été de produire des cultures, de réussir à les développer et d'utiliser pour cela les outils qui sont à votre disposition. Et ça, c'est peut-être la prochaine étape. Cette nouvelle forme de culture, coûteuse, produisant essentiellement des légumes-feuilles, ne saurait répondre à tous les défis d'une agriculture véritablement nourricière pour les 10 milliards d'individus qui peupleront la planète en 2050. Une option technologique nullement adaptée à la paysannerie mondiale, composée dans son immense majorité d'agriculteurs modestes. Quel chemin dès lors emprunter pour nourrir l'humanité ? Il faut regarder un tout petit peu en arrière pour redécouvrir comment, lorsque les agriculteurs n'avaient pas accès aux intrants chimiques, comment ils faisaient pour reproduire la fertilité de leurs champs sans engrais chimiques. À coup sûr, les évolutions vont être une agriculture qui va relever de l'agroécologie scientifique, celle qui fait l'usage intensif des ressources qui nous coûtent rien, les rayons du soleil, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, les éléments minéraux du sous-sol. Désormais, l'agriculture moderne de demain va prendre en
considération le fait que l'objet de travail de l'agriculteur, c'est pas une plante, c'est pas un troupeau. C'est un agroécosystème d'une incroyable complexité, mais en prenant compte les interactions entre tous ces êtres vivants au sein d'un même terroir, au sein d'un même bassin versant, au sein d'une même rizière, au sein d'un même champ. Et c'est ça, l'agriculture moderne et savante de demain, hyper diversifiée. Alors bien sûr, quand on parle d'agroécologie et d'agriculture de demain, il n'est pas question de revenir à l'agriculture du passé. L'avenir de l'agriculture, c'est peut-être de revenir sur les fondamentaux de cette relation entre, je dirais, l'homme, l'animal et le milieu naturel pour essayer de refaire quelque chose qui soit plus harmonieux et qui permette de nourrir 10 milliards d'humains dans des conditions favorables.